Alors, bonjour tout le monde. Mon nom est Philippe Langlois. Je suis politologue et enseignant en sciences politiques. Et ensemble, on essaie de comprendre le monde. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire une série de 3 capsules sur le fameux programme ChatGPT, dont on entend beaucoup parler depuis quelques semaines. Donc, on va regarder ChatGPT, on va regarder qu'est-ce que c'est, on va regarder d'où ça vient et on va regarder quels sont les enjeux économiques, politiques, sociaux qui viennent avec ChatGPT, mais qui viennent aussi avec, de façon générale, l'intelligence artificielle. Ça va être aussi la première série de capsules sur l'intelligence artificielle, mais on va sûrement en faire d'autres encore parce que c'est un sujet absolument fondamental présentement et c'est absolument essentiel de comprendre l'intelligence artificielle et les enjeux qui viennent avec ça pour comprendre le monde qui s'en vient et même le monde qui est déjà là. Donc, ChatGPT, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un espèce de gros robot Terminator qui, comme dans les films, se promène pour détruire les êtres humains? Ou est-ce que c'est quelque chose d'un peu plus banal ou aucun des deux ou les deux en même temps? On va voir ça. D'abord, ChatGPT, non, c'est pas un gros robot métallique qui se promène, pas pour l'instant. C'est même pas quelque chose de réellement physique. ChatGPT, c'est un programme informatique, un programme d'ordinateur, une application qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Et plus exactement, c'est un agent conversationnel. Qu'est-ce que c'est un agent conversationnel? Ben, c'est tout simplement un programme qui manipule le langage, qui produit du nouveau langage à partir d'une très large banque de données qui a été prédéterminée par ces programmeurs et qui comprend toutes sortes d'exercices de langage qu'il utilise pour produire du nouveau langage selon les demandes qu'on lui fait. Il est à noter que ces bandes de données-là, qui ont été sélectionnées là, par ces programmeurs, sont pas connectées sur Internet, sont donc en fait ChatGPT est limité à ces banques de données-là, qui d'ailleurs s'arrêtent à quelque chose comme septembre 2021. Donc, si vous demandez à l'application quelque chose qui s'est passé après septembre 2021, l'application ne peut pas vous répondre. Et donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un programme, comme je l'ai dit. On lui pose des questions, on lui fait des demandes et il va répondre à ces demandes-là dans le meilleur de ses capacités. Vous pouvez faire quoi avec ça? Ben, vous pouvez avoir une petite conversation entre amis, si vous avez besoin d'un nouvel ami, ChatGPT est là pour vous. Vous pouvez lui demander de faire un poème sur un écureuil en style shakespearien et il va faire ça en l'espace d'à peu près 2 à 3 secondes. Vous pouvez lui demander de faire un programme, des lignes de code, ça aussi il peut faire ça. Vous pouvez lui demander c'est quoi la signification du samsara dans le bouddhisme tibétain, il va répondre à ça, il n'y a aucun problème. Et donc, on peut même lui demander de faire des articles de journaux, des essais universitaires, etc., etc. Il y a peu de limites, en fait. En fait, les limites qu'il y a à ChatGPT, c'est d'abord on voit assez rapidement, quand on pose des questions un petit peu plus, excusez-moi l'expression, torieuses, on voit assez rapidement que ChatGPT a quand même un certain biais idéologique qui est évidemment propre au biais de la banque de données et à la fois aussi des programmeurs. ChatGPT ne fait pas non plus dans l'érotisme, la pornographie ou même les attaques personnelles. Si vous lui demandez de critiquer un personnage public, en général, il va pas le faire. Et mais outre ces limites-là, puis comme je l'ai dit aussi, ChatGPT, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé après 2021. Outre ces limites-là, ChatGPT offre des réponses très complètes. Je l'ai essayé à quelques reprises, parfois légèrement robotiques, mais quand même très convaincantes et qui donnent souvent l'impression d'avoir été écrite par quelqu'un qui connaît très bien le sujet sur lequel on l'interroge. Donc, ça, c'est pour ChatGPT en tant que tel. Ça a l'air un peu qu'est-ce qu'il y a de renversant là-dedans? Un programme informatique qui répond à des questions. Bon, est-ce que ça change vraiment le monde? Bon, on va voir que c'est quand même impressionnant ce que ça peut avoir comme portée sociale. Mais avant de faire ça, on va, parce que ça va aider un peu à comprendre
ChatGPT, on va regarder la compagnie qui a créé ChatGPT. Parce que vous allez voir déjà, ça met un peu la table pour essayer d'expliquer la portée sociale de ce programme-là et aussi de ses successeurs et de l'intelligence artificielle en général. Donc, ChatGPT a été créé par une compagnie qui s'appelle OpenAI. OK. Open pour ouvert, AI pour intelligence artificielle. La compagnie a été fondée en 2015 par des très, très gros noms à l'époque de la Silicon Valley, entre autres Elon Musk et Sam Altman et d'autres aussi. Et le but de la compagnie était très clair. Ça devait être une compagnie qui produit de l'intelligence artificielle, comme l'indique le titre, et aussi, comme l'indique le titre, qui produit de l'intelligence artificielle qui devait être open source et à but non lucratif. But non lucratif, c'est simple, la compagnie ne devait pas avoir comme but de faire des profits. Open source, qu'est-ce que ça veut dire? Pour ceux qui ne s'y connaissent pas, ça veut tout simplement dire que les lignes de code des programmes qui sont développés vont être ouverts à n'importe qui et distribués gratuitement, ce qui est le contraire de compagnies comme Google ou Microsoft ou plusieurs autres qui, eux, gardent leur ligne de code, gardent leur programme secret et ont un brevet intellectuel sur ces programmes-là. Donc, la compagnie devait vraiment développer des produits puis les laisser ouverts à la communauté pour les modifier, les réutiliser, etc. Le but était de démocratiser la technologie de l'intelligence artificielle parce que Elon Musk, en fait, et d'autres étaient très inquiets de ce qui se passait avec, entre autres, Google et Microsoft qui développaient de plus en plus des intelligences artificielles très perfectionnées qui restaient entre leurs mains. Lui, il voulait que ce soit un domaine beaucoup plus ouvert. Euh, la compagnie s'est lancée dans plusieurs projets, des agents conversationnels, les ancêtres de ChatGPT 3, donc le 1 et le 2. Elle a développé une espèce elle a pris un bon départ quand elle a développé une intelligence artificielle qui a joué au jeu très populaire de Dota 2, un jeu vidéo dans lequel il y a pratiquement des Jeux olympiques avec des équipes millionnaires qui se battent pour un trophée, etc. Et l'intelligence artificielle de OpenAI a battu à peu près, non, en fait, a battu littéralement tout le monde à ce jeu-là, y compris des équipes de professionnels. Ça lui a donné un peu de publicité à ce moment-là. Mais en même temps, il y avait un problème, c'est que les fonds étaient trop faibles pour attirer à la fois des employés spécialisés, parce qu'un programmeur de ce niveau-là, ça peut commander des salaires proches du million de dollars. Et en plus aussi, les fonds étaient trop faibles pour avoir les infrastructures nécessaires, parce que l'intelligence artificielle, ça demande énormément de serveurs, de microprocesseurs, donc de puissance de calcul. Et ça vient pas gratuit. Pour vous donner un exemple, pour Dota 2, ils ont dû louer des serveurs à Google et ça a pris 10 000 années de jeux simulés sur 128 000 serveurs qui ont été loués à Google. Donc ça coûte très cher et après ça, la compagnie avait plus vraiment les moyens, les ressources nécessaires pour continuer à développer des produits intéressants qui pouvaient compétitionner avec ce qui sortait un peu partout ailleurs de Google et de Microsoft. Donc, à partir de 2019, il y a eu des grands changements à OpenAI. La compagnie, dans les faits, a gardé le même nom, sauf qu'ils ont été à l'inverse des valeurs sur lesquelles elles ont été fondées. Elle a été fondée. D'abord, ils ont décidé qu'ils abandonnaient le non lucratif et le open source. Donc, la compagnie devenait pour profit. Et la compagnie devenait closed source, si vous voulez. Donc, c'est-à-dire que là, on garde le brevet intellectuel sur les productions, les programmes, on les partage plus avec personne, on garde ça secret. À ce moment-là, Elon Musk a quitté la compagnie parce qu'il l'approuvait pas. Ça allait complètement contre ce qu'il avait prévu pour cette compagnie-là. Et en même temps, la compagnie s'est entendue avec Microsoft pour recevoir 1 milliard de dollars en 2019. Et là, ça a été jusqu'à récemment 10 milliards de dollars de Microsoft. Ainsi qu'elle s'est mise à vendre des actions à des investisseurs, donc dans le but de trouver des fonds pour développer des produits intéressants qui sont à la fine pointe de la technologie, de ce type de technologie-là.
Mais évidemment, étant racheté par Microsoft, recevant des milliards d'actionnaires et de cette corporation-là, OpenAI devait développer des produits qui étaient rentables, du moins pour OpenAI ou au moins pour Microsoft. Donc, c'est à ce moment-là que ChatGPT arrive. Le marketing a décidé que c'était un agent conversationnel qui serait le produit le plus intéressant, le plus rentable, hein, pas simplement le plus intéressant, mais le plus rentable. Et on a développé donc le fameux ChatGPT 3 après plusieurs années d'essais-erreurs et de développement. ChatGPT 3 a été lancé en novembre 2022, donc il y a quelques mois, et grâce aux appuis de Microsoft, entre autres, qui est une immense corporation, comme on le sait, qui a énormément de pouvoir et qui peut attirer l'attention des médias d'une façon qu'une petite compagnie seule ne peut pas faire. Donc, il y a eu beaucoup de publicité, beaucoup de marketing, beaucoup d'attention médiatique qui a été donnée à cet agent-là. Souvent sur des aspects peut-être un peu superficiels, genre « Ah mon Dieu, tout le monde va plagier à l'université » ou « Ah, c'est donc bien amusant de pouvoir discuter avec un robot sur un écran ». Donc, ça a été une réussite au niveau du marketing de la part de OpenAI et de Microsoft. Et assez rapidement, Microsoft a décidé de réutiliser ce produit-là d'abord parce que présentement, le ChatGPT est gratuit, mais il va avoir une version payante qui va être lancée, qui va pouvoir être utilisée par des professionnels, entre autres des programmeurs, pour écrire des lignes de code beaucoup plus rapides. Ça va aussi être utilisé dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft sur Internet, dans Microsoft Office et dans différents produits Microsoft en général. Et un des buts, sinon le but principal de Microsoft avec ChatGPT, en le mettant dans son moteur de recherche, c'est en fait de menacer le monopole hallucinant que Google a sur la recherche Internet. Parce que avec ChatGPT, le moteur de recherche de Microsoft, Bing, devient très performant et peut mener à des recherches beaucoup plus intéressantes, du moins c'est comme ça que c'est présenté, que le moteur de recherche de Google. Ça a été d'ailleurs au point où la compagnie Google, la direction de la compagnie, a lancé ce qu'ils appellent une alerte rouge à ses employés qui voulait dire, dans le fond, attention, attention, notre monopole sur les moteurs de recherche est menacé, il faut qu'on trouve quelque chose. Donc, on voit que à la fois ChatGPT et OpenAI est devenu une créature de Microsoft, donc une arme, un outil de Microsoft dans son combat contre ses grands compétiteurs, et à la fois, donc, a été intégré, comme je l'ai dit, dans une espèce de gigantesque combat de géants entre Google et Microsoft comme deux espèces de titans qui se combattent l'un avec l'autre avec toutes sortes d'armes ultra sophistiquées pendant que, pour être honnête, nous, on regarde ça de haut puis on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et donc, on voit que OpenAI a parti avec ce qu'on pourrait considérer comme des bonnes intentions, mais est devenu c'est devenu ce qui est arrivé à plusieurs autres petites startups du même genre, c'est-à-dire qu'éventuellement, par manque de moyens, ils ont été ravalés par Microsoft ou dans le cas d'autres startups par d'autres grandes corporations dont le modèle d'affaires, en particulier de Microsoft, est un peu de racheter des petites startups, de les avaler et de leur donner énormément de moyens pour produire des produits qui vont être très rentables et très avantageux pour eux. Donc ça, c'est pour l'histoire de OpenAI. On va voir que c'est assez important de connaître ça, comme je le disais, pour comprendre ensuite comment se place ChatGPT et l'intelligence artificielle sur cette espèce de grand échiquier-là de combat en titans. Et la prochaine capsule, on va voir en fait les effets de ChatGPT des agents conversationnels sur le marché du travail. Vous allez voir, c'est assez... on pourrait dire inquiétant, peut-être bouleversant même. On va le voir à la prochaine capsule, donc à bientôt.